Les ordonnances réformant le Code du travail ont fêté leur 1 an. Premier chantier d'envergure du quinquennat d'Emmanuel Macron. Elles avaient pour objectif d'assouplir les règles pour les entreprises en passant entre autres par le plafonnement des indemnités au prud'homme. Alors voyez concrètement les conséquences de cette réforme dans cette PME parisienne avec Samia Dechir. Avec une croissance annuelle de 40% du chiffre d'affaires, Boxtal recrute. Dans cette entreprise qui gère les envois de colis des commerçants en ligne et PME, 3 postes sont actuellement à pourvoir. Il y a Pablo qui part le 25 et Léa revient bien à partir du 1er octobre. Du coup, la passation va se faire avec Carole. Sa dirigeante n'a jamais eu affaire au prud'homme, mais depuis que la loi travail a plafonné les indemnités prud'homales, elle se sent plus sereine pour embaucher. Si jamais ça ne fonctionne pas pour une raison ou pour une autre, du fait du collaborateur ou de notre fait, finalement, on n'a pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui est d'être condamné au prud'homme à, mettons, 24 mois d'indemnité. Autre changement apporté par la loi travail, la fusion des instances représentatives du personnel. Avant la réforme, une entreprise de 11 salariés devait avoir un délégué du personnel. Au-delà de 50 salariés, la création d'un comité d'entreprise et d'un CHSCT devenait obligatoire, soit 3 instances en tout. Un seuil que Virginie Ducrot évitait donc de franchir. Désormais, il n'y a plus qu'une instance unique à partir de 11 salariés. On a une instance qui est le comité social et économique, qui du coup est beaucoup plus facile et on a moins peur de dépasser ce seuil de 50 et on est du coup beaucoup plus libre d'embaucher sans avoir les yeux rivés sur son effectif. Boxtal compte aujourd'hui 48 salariés et devrait bientôt dépasser le fameux seuil des 50. Alors quel bilan pour la réforme du Code du travail? On ouvre le débat dans Sénat 360. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Christine Lavarde. Bonjour, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR des Hauts-de-Seine. Face à vous, Sophie Taillé-Polian. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice socialiste du Val-de-Marne. Rachel Sada, bonjour. Vous êtes avocate spécialiste du droit du travail et de la protection sociale. Et pour nous éclairer, Isabelle Moreau, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice de la rédaction au pôle social d'AEF. C'est l'agence éducation, emploi, formation AEF Info. Merci à toutes les 4. Je voudrais vous faire réagir à ce reportage puisque c'est un cas bien particulier d'une PME parisienne. Ça ne reflète pas la réalité de ce qui s'est passé depuis 1 an, selon vous, Sophie Taillé-Polian? Écoutez, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans chacune des entreprises de ce pays, mais ce que je sais, c'est que cette chef d'entreprise dit qu'elle va pouvoir être plus tranquille, plus sereine pour embaucher. Mais quand on parle des indemnités prud'homales, je rappelle quand même qu'on parlait d'indemnités liées à des licenciements abusifs, c'est-à-dire à une infraction commise par les entreprises qui licenciaient sans cause réelle et sérieuse. Donc, moi, je veux juste dire qu'il ne faudrait pas que cette chef d'entreprise pense que maintenant, elle peut licencier les gens sans cause réelle et sérieuse. Il y avait déjà quand même des possibilités de licencier quand on avait des causes. Je le redis, c'est parce que ce sont les termes juridiques, réelles et sérieuses. Après, moi, ce que je constate, et ce qui a été constaté aussi notamment par la CFDT, qui a aussi fait un travail auprès des entreprises et des syndiqués pour voir comment se passaient les négociations, le dialogue social à l'intérieur des entreprises. Il y a un comité de suivi. On a été quand même au point mort sur tout ce qui est santé au travail, parce que les CHSCT ont cessé et les CSE ne sont pas encore mis en place. Je rappelle juste que quand même on parle du corps, de la santé des employés et des salariés, donc on n'en a pas 2. On va y venir si vous voulez bien, mais donc voilà, donc comme on a été très loin très vite, sans mettre en place quand même une période de transition, je pense quand même que ça a été à la défaveur notamment des questions de santé au travail. Maître Sada, est-ce que vous avez vu ce sentiment que patrons et salariés finalement, avec cette réforme du Code du travail, se passe de plus en plus de la justice? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce reportage, on voit que la chef d'entreprise dit « Je n'ai jamais eu de prud'homme, mais j'ai quand même beaucoup moins peur ». Donc déjà, ça dégonfle le mythe qui est que les salariés se précipitent toutes les 5 minutes au prud'homme, mais ça fait partie d'un des constats erronés qui ont dicté cette réforme, premièrement. Deuxièmement, elle dit « J'ai peur des prud'hommes et d'être condamnée à 24 mois de salaire ». Alors d'abord,
ce chiffre ne correspond à rien. Les études qui ont prétendument servi à la réforme n'ont jamais eu lieu. Et il y a un raisonnement de bon sens qui militait contre la fixation d'un barème, c'est que les prud'hommes, c'est une juridiction paritaire. Il y a 2 patrons, 2 salariés. Pour qu'il y ait une condamnation, il faut que au moins un patron accepte de condamner. Donc, par nature, les condamnations de la juridiction prud'homale sont balancées, équilibrées, correspondent à un compromis. Donc, s'il y a 24 mois, c'est que le préjudice correspond à 24 mois. Et au surplus, quand ça part devant la cour d'appel, eh bien, on sait que le taux de confirmation des cours d'appel, dans l'ensemble, et un peu de manière approximative, mais c'est très proche de la réalité, est de 70%. Donc, partir du principe qu'il fallait mettre un barème parce que les juridictions prud'homales faisaient n'importe quoi, c'est un mensonge absolument éhonté qui ne correspond à aucune réalité. Alors, pour répondre plus précisément à la question, est-ce que ça fait diminuer le contentieux des prud'hommes? En réalité, ce qui amène la réforme du Conseil des prud'hommes et le barème, c'est que les gens renoncent à défendre leurs droits. Et ça, c'est dramatique. Ouais. Ça a un effet malgré tout. Isabelle Moreau, c'est vrai que le nombre de recours au prud'homme a fortement diminué. Alors on ne sait pas si c'est effectivement directement lié à cette réforme par ordonnance du Code du travail. Oui, en tout cas, les chiffres sont là. On observe que ça baisse. C'est vrai que ça a diminué, mais de manière un petit peu quand même au fil de l'eau. Il y avait déjà eu des choses qui avaient été mises en place par la loi El Khomri. Ensuite, ça a été confirmé par la loi Macron. Donc oui, ça baisse. C'est vrai que c'est plus compliqué aujourd'hui d'aller au prud'homme. Il y a les délais qui ont été raccourcis. C'est vrai que aujourd'hui, il y a aussi pas mal de conseils de prud'homme, mais ça date de Rachida Dati qui ont fermé. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué d'y aller. Mais je voudrais revenir quand même sur ce que disait cette chef d'entreprise. C'est vrai que vous le disiez tout à l'heure, c'est que ça a été mis en place, ces ordonnances ont été mises en place pour aider et vaincre la peur des chefs d'entreprise dans l'embauche. Bon, je rappelle quand même qu'il y avait le principe de la période d'essai qui permet quand même d'évaluer un salarié. Bon, imaginons qu'on se soit trompé pendant la période d'essai. C'est vrai que les choses étaient quand même assez encadrées. Et le corollaire, c'était aussi l'embauche. Aujourd'hui, on voit que les créations d'emplois sont bien sûr positives. Elles augmentent moins que ce qu'escomptait le gouvernement. Quand même nuancer, hein. Voilà, donc on se dit qu'avec toutes ces nouvelles règles, il n'y a pas non plus des embauches massives. Par contre, ce que je voudrais aussi rappeler, c'est qu'on dit qu'on est 1 an après les ordonnances. On n'est pas vraiment 1 an, puisque, par exemple, pour le CSE, voilà, exactement, on est plutôt à 9 mois. Appliqué. Donc aujourd'hui, il y a un bilan qui a été fait, on pourra peut-être y revenir, mais c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu tôt aujourd'hui pour mesurer véritablement l'impact des différentes mesures. Ouais, Christine Lavarde, c'est vrai qu'il faut attendre peut-être encore un peu plus longtemps. C'était une réforme qui s'inscrit dans la durée. Néanmoins, on le voit, ça a été confirmé par les chiffres du ministère du Travail. Cette baisse du recours au prud'homme, c'est un effet direct de la réforme selon vous? Comme le disait très justement l'intervenante précédente, on n'a fait que continuer des choses qui avaient déjà été commencées. Il y avait dans le premier projet de loi El Khomri des choses qui allaient beaucoup plus loin. Finalement, le gouvernement avait reculé pour mettre en place un barème indicatif. Les ordonnances sont juste venues mettre un barème maximum. Bon, en faisant ça, on n'a pas changé fondamentalement la philosophie. Et je pense qu'on n'a pas été assez loin dans la libéralisation du travail, dans le fait d'avoir un recours plus souple à certains types de contrats. Donc ces ordonnances, elles ont fait peut-être un petit bout du chemin, mais elles n'ont pas été assez loin pour avoir une plus grande confiance et une meilleure relation de confiance entre salariés et employeurs. Oui. Et effectivement, là, c'est court, ça fait 9 mois. L'étude qui a été citée, dont les résultats ont été publiés fin juin, montre bien que les ordonnances travail, globalement, elles sont connues en masse, mais elles ne sont pas connues dans le détail. Donc quand on en arrive là, l'application concrète au quotidien, et puis on le voit bien, sur tout ce qui est par exemple les accords de branche, il n'y avait encore qu'une seule branche, la métallurgie, qui avait signé un accord de ce type. Donc on n'est vraiment que dans les prémices. Projet, tout à fait. Voilà. Donc il faudrait se revoir dans peut-être encore 1 an. On aura l'occasion d'en reparler. Sophie Taillé-Polian, d'autant que les effets sur l'emploi ne sont pas forcément visibles. Là aussi, il faut encore attendre ou peut-être que ça n'aura jamais d'effet sur les créations d'emplois.
Ça aura peut-être un effet sur les créations d'emplois, mais de quel type d'emploi parlons-nous? Parce que ces réformes-là, elles ont été tentées dans beaucoup de pays européens et ce qu'on observe, c'est une augmentation de la précarité, une augmentation des emplois de mauvaise qualité. Alors si c'est effectivement ce qu'on souhaite, si on pense que c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut transporter, déplacer le risque qui pesait sur les entreprises, sur les individus, et puis en plus après leur dire que s'ils ne trouvent pas de travail, c'est de leur faute et qu'ils n'ont qu'à traverser la rue et que par ailleurs on va leur diminuer progressivement les allocations chômage, écoutez, nous, à gauche, nous ne pouvons pas rentrer dans cette logique-là. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Quand on écoute le gouvernement, il prône la société du risque, mais le risque, c'est pour les plus faibles. Rachel Sada, est-ce que ça a malgré tout permis l'émergence d'une nouvelle ère dans les rapports entre les patrons et les salariés, notamment dans les TPE-PME? Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'en réalité, toute la réforme fait l'économie de la réflexion sur ce que c'est le déséquilibre entre l'employeur et le salarié. Et part d'une fiction qui existait au XIXe siècle et qui existait même au XVIIIe siècle, au moment de notre Révolution, c'est que les individus sont totalement égaux et qu'ils négocient en toute autonomie. Alors, dans les TPE ou dans les PME, imaginez que des ordonnances modifient la perception que l'on a de soi-même, c'est-à-dire la perception d'être un employeur, chef d'entreprise. Je rappelle qu'il a le pouvoir de direction, d'organisation, le pouvoir disciplinaire. C'est un mythe, c'est un leurre que de penser que l'on va installer un dialogue d'égal à égal et que l'on va discuter sur la rupture. Etc. Ça n'a pas permis de rééquilibrage, cette Absolument pas, ça a même augmenté le déséquilibre, puisque je rappelle quand même que il y a eu aussi une réforme de la procédure prud'homale qui, à partir d'août 2016, qui rend la saisine du Conseil des prud'hommes beaucoup plus difficile, en dehors des questions de barème et de limitation des condamnations. Et dans le cadre de cette procédure, alors que le salarié est lui-même victime d'un licenciement, c'est à lui de commencer par faire la démonstration en produisant des pièces, tandis que l'employeur lui-même n'a pas l'obligation, au moins dans un premier temps, de justifier sa décision. Donc tout ça est un discours qui correspond à ce qui vient d'être dit, à savoir qu'on est dans une société où il faut savoir prendre des risques, être responsable et savoir... Traverser la rue pour trouver un emploi? Je fais de la provocation volontairement parce que cette phrase a fait réagir. Oui, après Mri, il n'y a pas d'emploi. Voilà. On l'a vu, c'est dans la Nièvre. Dans le reportage qui a été diffusé, à Territoire zéro chômeur. Donc on peut traverser toute la campagne. Les emplois, il n'y en a pas. Isabelle Mouroy, avec le recul, elles étaient vraiment adaptées, ces ordonnances, aux demandes des entreprises? En tout cas, c'était un souhait des entreprises de vouloir justement réformer le Code du travail. Est-ce que c'était adapté aujourd'hui? Ils ne sautent pas de joie. Par contre, il y en a pas mal qui ont quand même souligné, notamment avec la mise en place du CSE, que donc les 3 instances étaient fusionnées en une, que ça allait faciliter. Une refonte de la représentation des salariés. En termes de représentation des salariés, on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a 9000 CSE qui ont été signés. 9000 CSE, ce qu'on ne sait pas, c'est s'ils ont été négociés avec les organisations syndicales, si c'est une volonté unilatérale de l'employeur. Donc on a des chiffres aujourd'hui qu'on a du mal encore à analyser parce que ce sont les premiers chiffres et que tout le monde s'attendait à ce que le gouvernement communique un petit peu plus tard. Certains syndicats souhaitaient que certaines choses, certains thèmes soient négociés au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, quand on rencontre les entreprises, elles connaissent la réforme, c'est ce que vous disiez, mais pas forcément le fond. Donc aujourd'hui, elles ne savent pas très bien ce sur quoi elles vont négocier. Bien sûr, c'est plus facile dans une grosse et dans une petite. Au niveau des branches, aujourd'hui, on a parlé de la métallurgie qui est toujours mise en avant parce qu'elle a toujours été allante sur les questions sociales. Les branches, aujourd'hui, sont priées de se regrouper. Elles ne sont pas toutes en très grande forme. Mais normalement, c'est quand même ce sont elles qui doivent sécuriser pour les PME. Donc aujourd'hui, c'est pas encore du tout engagé. On va voir ce qui va se passer. Il y a peut-être des choses bien qui vont émerger. Pour l'instant, c'est balbutiant. Des choses sont mises en place. On nous cite toujours un peu les mêmes entreprises, que ce soit Renault et autres.
Après, certaines ont mis en place aussi des parcours pour les anciens délégués syndicaux pour qu'ils ne se retrouvent pas sans rien. Pareil, ça démarre. Espérons que ça fera tache d'huile, notamment dans les grandes entreprises. Ouais, d'autant que le taux de chômage fait le yo-yo, Christine Lavarde. On a vu des évolutions positives et puis de nouveau, on atteint des records avec une croissance qui se fait attendre. Effectivement, alors le problème du chômage est bien un peu cette différence entre l'offre et la demande. Et aujourd'hui, on a une offre d'emploi qui ne correspond pas à la demande, puisqu'effectivement, si on regarde aujourd'hui, il y a, alors suivant les études, entre 150 000, 250 000 offres d'emploi non satisfaites. Mais effectivement, dans des secteurs précis, que sont des secteurs, alors hôtellerie, restauration, le bâtiment, et puis aussi après des secteurs hautement qualifiés, l'informatique, par exemple. Et on n'a pas en face aujourd'hui des personnes à la recherche d'un emploi qui offrent ces compétences. Donc il faut vraiment pose des questions de formation professionnelle. Exactement. Donc aujourd'hui, il y a des initiatives qui ont été prises. Après, on voit bien que si les résultats il doit y avoir, ce seront forcément des résultats de moyen terme. Donc on ne répond pas à la question de aujourd'hui, comment fait-on pour diminuer ce chômage structurel, résiduel, les demandeurs de catégorie A, puisque c'est bien là que se pose la question. Sophie Taillé-Polian. Oui, je dirais que le problème global, c'est quand même le chômage de masse. Même si on trouvait estimation haute, 300 000 personnes qui correspondent à ces fameux emplois qui ne trouvent pas preneurs, il resterait quand même 6 200 000 personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Si on compte les catégories B et C. Oui, voilà, parce qu'il y a effectivement des gens qui travaillent, mais temporairement, à temps partiel subi, etc. Donc, bon, on peut toujours dire qu'il y a des emplois qui ne sont pas pourvus. C'est vrai. Et bien sûr qu'il faut augmenter, améliorer l'accès à la formation, etc. C'est vrai aussi. Mais il faut arrêter de raconter cette fable selon laquelle c'est grâce à ça qu'on va réduire elles ont servi à libéraliser le marché du travail et à reporter le risque qui était inhérent aux chefs d'entreprise sur les salariés. Mais les salariés ne sont pas davantage protégés, contrairement à ce qu'avait promis le gouvernement. Ouais. Est-ce que ça a un impact sur les contentieux, Rachel Sana ? Le droit, c'est une arme. Donc, ces ordonnances, elles ont servi à désarmer les salariés. Ça, si on pouvait le résumer. Et moi, je n'ai aucune espèce d'illusion sur le fait que ça créera des emplois parce que les constats étaient erronés, donc ça ne créera pas d'emplois. C'est fait pour désarmer, c'est pas fait pour créer de l'emploi. Donc, c'est fait pour sécuriser les entreprises. Et aujourd'hui, pour vous donner un seul exemple, parce que c'est un mouvement de fond. On désarme depuis une dizaine d'années. Le temps pendant lequel on a le droit d'agir contre une décision de son employeur. En 2008, c'était 30 ans. Peut-être que c'était trop, c'était issu du Code Napoléon. Peut-être que c'était trop. Ça passe à 5 ans. Aujourd'hui, pour contester un licenciement, on n'a plus qu'1 an. C'est-à-dire en 9 ans de temps, on a perdu 29 ans d'action. Et pareil pour les salaires, on avait 5 ans, on n'a plus que 3 ans. C'est-à-dire que non seulement c'est difficile, c'est bourré d'obstacles, c'est plein de choses trappes, mais en plus, on a une durée très très limitée pour agir. Tout ceci sans, et c'est important parce qu'on parle de l'accès au droit, ça veut dire l'accès à une défense de qualité, et ça veut dire aide juridictionnelle. Pas un centime n'est ajouté et les seuils d'aide juridictionnelle sont tellement bas qu'il faut être au seuil de pauvreté pour en bénéficier. Donc tout ceci participe, si vous voulez, d'une augmentation de la difficulté d'accéder à ses droits, d'accéder à son juge et de voir son préjudice réparé. Et ça, c'est une société qui devient barbare. À vous entendre, il n'y a pas eu de gain d'apport pour les salariés à travers ces ordonnances, Isabelle Moreau? À ce stade, je vous avoue, j'en vois pas beaucoup. Après, c'est le pari du gouvernement de faire en sorte que le dialogue social se développe dans les entreprises, que les entreprises se saisissent de sujets auxquels elles ne s'intéressaient pas auparavant. La question qui quand même se pose, c'est celle de la santé et sécurité au travail, avec notamment la disparition du CHSCT. C'est quand même une problématique qui est importante aujourd'hui en France, on en parle beaucoup. Certaines entreprises peuvent mettre en place des commissions. À ce stade, il n'y en a pas énormément et c'est vrai que c'est un sujet qui sera traité par le CSE. Donc cette grosse instance unique,
Aujourd'hui, c'est des craintes qu'on entend notamment du côté des organisations syndicales et des médecins du travail. Il faut voir comment ça va se passer sur le terrain, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous le disiez, il y a des gens qui n'ont pas de travail, et il y en a qui en ont un et qui parfois ont un travail qui peut être dangereux, difficile et autre. On n'a jamais autant parlé de tout ce qui est maladie professionnelle. Il faut voir comment ça va évoluer. Est-ce que les entreprises vont se saisir aussi de ce sujet ? Il faut faire c'est le pari qu'a fait le gouvernement en réformant tout ça. J'espère qu'effectivement, derrière, ça suivra. Et dans ce contexte, la loi Pacte va arriver. Ça va être un bon complément, selon vous, Christine Lavarde, à cette réforme par ordonnance du Code du travail ? Justement, j'allais y venir là. Effectivement, on va avoir un beau complément du travail de réforme par ordonnance, puisqu'on nous annonce encore aujourd'hui même à tout un tas de nouveaux pans de la loi qui vont finalement se traduire par des ordonnances plutôt que par un travail législatif. Donc c'est pareil, la loi Pacte, on en entend beaucoup parler. Il faut quand même savoir qu'une grosse partie de la loi va se trouver dans une traduction concrète dans la loi de finances. Donc aujourd'hui, on n'en connaît pas la teneur globale. Donc c'est difficile de se prononcer. Mais on le sait, il y aurait beaucoup de choses à faire parce que les ordonnances travail n'ont pas du tout été assez loin. C'est exactement la dialectique du en même temps. On a fait un petit peu pour satisfaire à la fois les uns et les autres. Mais typiquement, quand on parle de la durée du travail sur les 35 heures, on a ouvert la possibilité aux entreprises de venir négocier. Mais avec des garde-fous qui sont tels que de toute façon, dès que l'entreprise fait plus de 50 salariés, il faut avoir un accord de la branche pour pouvoir ouvrir. Enfin, en même temps, elle ne souhaite pas vraiment renégocier sur les 35 heures. Et si jamais elles avaient voulu le faire, voilà, on est quand même, il n'y a pas une véritable, on n'a pas sur les seuils des entreprises. Aujourd'hui, ces histoires de seuil sont des vrais blocages. On entendait bien tout à l'heure la chef d'entreprise dire que, voilà, elle était à 48 parce qu'à 50, il y a tout un tas de nouvelles obligations qui vont se faire face à elle et que non, il vaut mieux rester à 49 plutôt que de passer à 52. Et voilà, c'est assez loin ou trop loin, Sophie Taillé-Polian, ces ordonnances, vous les jugez comment ? Oui, je pense que c'est pas du tout le modèle qui à mon avis, permettra une société plus équilibrée, plus juste, où chacun trouve sa place. Je pense que c'est une des ordonnances, c'est un travail qui va à l'encontre des droits des salariés et qui, alors effectivement, il y a un certain nombre de garde-fous qui ont été gardés, mais vous parliez de la branche. Mais sinon, ça va être la concurrence acharnée, y compris entre les entreprises. Donc oui, il faut des garde-fous, oui, il faut un encadrement pour que les choses se passent, non pas dans un état de barbarie et et de concurrence effrénée et permanente, parce que sinon c'est toujours les salariés qui finissent par en payer les pots cassés, mais dans un climat apaisé où on sait qu'il y a un certain nombre de règles et où chacun peut trouver sa place. Aujourd'hui, le problème, c'est que ces ordonnances, elles mettent en place en France le dumping social qui, je pense, n'est pas l'orientation vers laquelle il faut aller, parce que cela met en place une fragilité pour les salariés, une plus grande précarisation et donc davantage de pauvreté. On parlait du plan pauvreté. Là, on est en train d'organiser la montée en charge des travailleurs pauvres avec ce type d'ordonnance, avec ces contrats courts, ces contrats de chantier qui, j'espère, ne rencontreront pas beaucoup de succès, mais on peut craindre qu'ils le rencontrent et que donc ça précarise encore davantage. C'est un échec finalement, ces ordonnances, Isabelle Moreau. Je crois que c'est un peu tôt pour parler d'échec, parce que comme je disais, on n'est pas un an après, mais 9 mois après. Après échec, ça dépend de quel côté on se place. Je pense que les deux sénatrices n'auront pas du tout la même vision des choses. Pour l'une, ça ne va pas assez loin, pour l'autre, ça va. En termes de création d'emplois, puisqu'on a du mal pour l'instant à en voir les impacts. C'est très compliqué de se projeter dans l'avenir. On n'en sait rien. Et puis en plus, alors c'est vrai que c'est une réforme de long terme. Le gouvernement l'avait dit, c'est vrai que les entreprises le disent, les syndicalistes le disent. C'est du long terme. Est-ce que dans l'entreprise, les acteurs vont se saisir un petit peu de ce débat ? Comment ça va se traduire ? Est-ce que ça va être aussi catastrophique qu'on l'annonce ? Est-ce que c'est aussi bien que vous le dites ? C'est assez difficile à voir. Alors, c'est très difficile aujourd'hui de le mesurer. Et après, quelle part prendront ces ordonnances ? Si tant est qu'il y ait des créations d'emplois massives. C'est vrai qu'il y a la loi PAC, il y a beaucoup de réformes qui sont menées tambour battant. Là, il y avait la réforme Avenir professionnel sur la formation. Il y en a d'autres qui sont en cours. C'est très difficile. Je pense qu'aujourd'hui, dire ça a marché ou ça ne marche pas. D'ailleurs, le gouvernement est assez prudent sur ce sujet. Elle n'a pas dit que ça fonctionnait. Une réforme en long cours, rapidement, Sophie Taillé-Polian ? Oui, juste pour dire que si on veut relancer l'économie,
Ce n'est pas en appliquant ces politiques de dumping social, c'est en poussant les entreprises à investir, à monter en gamme, qu'on relancera l'économie française et qu'elle trouvera une place renouvelée dans l'économie mondiale. Eh bien, merci à vous, Sophie Taillé-Polian. Merci, Rachel Sada. Merci, Isabelle Moreau. Merci, Christine Lavarde, d'être venue sur ce plateau. On en vient à présent au plan santé dévoilé ce matin par Emmanuel Macron. Une série de mesures tous azimuts pour réorganiser en profondeur notre système de santé. Objectif, faciliter l'accès aux soins des Français alors que les médecins se raréfient et que se multiplient les déserts médicaux. Samia Dechir. 20% de la population vit aujourd'hui dans un désert médical. C'est à ces zones dites sous-denses que s'adresse en priorité le plan santé. Elles seront les premières à être dotées des créations de postes annoncées ce matin. 400 médecins y seront salariés par l'État. Y seront également affectés les premiers des 4000 futurs assistants médicaux. Une nouvelle profession imaginée pour faire gagner du temps aux médecins de ville. Pour libérer davantage encore de temps médical et faire que les médecins puissent soigner plus et mieux, nous devons leur permettre d'être accompagnés par des professionnels qui effectuent pour eux des gestes simples, comme une prise de tension ou de température, qui préparent la consultation. Pas question de toucher à la liberté d'installation des médecins, mais la profession devra s'organiser pour couvrir tout le territoire à travers des communautés professionnelles territoriales de la santé. Sur un périmètre de 20 000 à 100 000 patients, elles assureront une permanence de soins de jour pour soulager les services d'urgence, ce qui impliquera un travail en réseau de tous les acteurs d'un territoire. Je veux précisément que l'exercice isolé devienne progressivement marginal, devienne l'aberration et puisse disparaître à l'horizon de janvier 2022. Le plan santé vise également une meilleure qualité de soins avec la fin annoncée de la tarification à l'acte. Elle sera remplacée en 2022 par une tarification au forfait en hôpital comme en ville. Et on va voir tout de suite avec vous, Tam Tranui, comment ces annonces ont été accueillies par le sénateur Jean-Marie Vanlerenberghe, sénateur centriste du Pas-de-Calais. Il répondait à vos questions il y a quelques instants. Jean-Marie Vanlerenberghe, vous avez assisté ce matin au discours du président de la République qui a donc présenté son plan santé. Pour lui, le problème, eh bien, ce n'est pas le sous-financement de ce secteur. Le problème, c'est le handicap d'organisation. Ce sont là ces mots. Est-ce que vous êtes d'accord avec son diagnostic ? Je crois que tout le monde le partage. Les organisations professionnelles, les élus notamment territoriaux, se rendent bien compte qu'il y a des moyens. Je rappelle quand même que, ne serait-ce que l'assurance maladie, c'est 200 milliards de dépenses. Quand on voit les dépenses de la sécurité sociale, c'est 450 milliards. Je dirais même près de 500 milliards aujourd'hui. Je veux dire, l'argent est là. Et pourtant, l'hôpital est en crise aujourd'hui en France. L'hôpital et la santé de façon plus large. Le président l'a dit, l'hôpital est engorgé par des patients, notamment aux urgences, qui ne devraient pas y être. Si tous les professionnels de santé étaient effectivement associés à la permanence des soins, à l'accès aux soins. Je crois que de vouloir replacer le patient au cœur du dispositif était très très important. Et je crois que le président a parlé aux Français qui sont tous finalement des patients en puissance. Alors au cœur de la réforme, il y a tout d'abord, on en a beaucoup parlé, eh bien la suppression du numerus clausus. Pourquoi, pour vous, ce système est-il injuste et inefficace ? On le voit, il manque de médecins. Il manque de médecins tout au moins sur le terrain. Parce qu'effectivement, on le sait, il y a 25% des personnes, des médecins diplômés qui n'exercent plus au sortir effectivement de leurs études médicales. Il faut se poser la question. Et donc il faut essayer de pallier à cette quand même déflagration. On ne peut pas former comme ça des médecins et ne pas les voir effectivement ensuite exercer la profession. Donc je crois que la proposition du président est excellente, c'est de dire ne pourrait-on pas réintégrer dans les études de médecine des candidats médecins, des étudiants médecins qui n'ont pas été retenus, qui ont en fait déserté les rangs de la faculté de médecine parce qu'ils n'étaient pas reçus et qu'on pourrait recycler en quelque sorte. Mais pour autant, il faut que le système reste sélectif. Certains parlent déjà d'un risque d'engorgement des universités. Écoutez, je crois que c'est pas ne posons pas le problème de l'engorgement des universités.
Je crois qu'on peut trouver effectivement ici ou là, dans les hôpitaux, et notamment les hôpitaux généraux importants, l'espace nécessaire pour former la première année, la deuxième année des étudiants de médecine. Pour vous, c'est un faux problème? Mais c'est un faux problème. Au cœur également des annonces du chef de l'État, il y a la création de 4000 postes d'assistants médicaux pour décharger les médecins des tâches administratives, mais aussi des actes les plus simples. Qu'est-ce que c'est un acte simple qui peut être fait par un assistant médical? Le président a cité prendre la tension, la température, la taille, le poids, etc. Ce sont des actes très simples. C'est très chronophage pour un médecin. C'est chronophage pour un médecin, c'est remplir une feuille en interrogeant le patient, comme aujourd'hui ça existe d'ailleurs. Chez le dentiste, par exemple, vous avez une assistante qui prend toute une série d'informations et le dentiste peut à ce moment-là directement exercer sa profession. Un dernier commentaire enfin sur une dernière annonce sur les territoires prioritaires avec les 400 postes supplémentaires de médecins généralistes à exercice partagé ville-hôpital. Ils doivent être financés, envoyés dans les territoires prioritaires. C'est très important pour le Sénat, la Chambre des territoires. Oui, on sait que les déserts médicaux, c'est un sujet évidemment pour la Chambre haute qui est un sujet éminemment important. Il y a beaucoup d'élus ruraux et qui voient effectivement de plus en plus de médecins vieillissants partir à la retraite sans être remplacés. C'est vrai aussi d'ailleurs dans les périphéries des grandes villes. Et donc le problème n'est pas seulement un problème rural, mais aussi un problème urbain. Et donc il fallait y pallier. Et je crois que la mesure qui est proposée, 400 postes hospitaliers mais salariés, pour pallier effectivement à ce déficit, c'est une excellente nouvelle pour évidemment pallier à ce problème des déserts médicaux. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marie Van Larenberghe d'avoir répondu à mes questions. Merci. Voilà pour cette réaction enregistrée un peu plus tôt cet après-midi. Alors avant d'ouvrir le débat en plateau avec mes invités, on va voir comment mieux coordonner médecine de ville et médecine hospitalière. À Reims, une plateforme de tous les acteurs de santé assure depuis 2016 un suivi individualisé des patients. Elle vient notamment en aide aux médecins généralistes en intégrant la dimension sociale de la prise en charge. Le CHU de Reims vient d'ailleurs de rejoindre le dispositif. C'est un reportage de Fabien Recker. Monsieur Schenkels, on a décidé de vous hospitaliser quelques jours, donc j'appelle notre coordinatrice. À 78 ans, Monsieur Schenkel souffre de problèmes cardiaques et pulmonaires. Il présente aussi de légers troubles de la mémoire. Sans aucune aide à domicile, c'est son épouse qui assume l'ensemble des soins. Pour son médecin traitant, il s'agit d'un cas difficile à gérer. On est un peu submergé par le côté social, ce qu'on appelle nous l'urgence sociale. C'est-à-dire que le patient, on sait gérer le médical, ça c'est pas un souci. Le problème, c'est les situations un petit peu, on va dire, sur le fil, des patients âgés qui effectivement, qu'un cas sur le plan médical tiennent le coup, mais qui peuvent décompenser à tout moment. Afin de mieux accompagner son patient, le docteur Tyran va solliciter de l'aide. Oui, bonjour docteur Florence Tyran. Voilà, je vous appelle, j'ai un patient de 78 ans, j'ai besoin de votre aide, donc je vais le faire rentrer en gériatrie quelques jours. À l'autre bout du fil, la coordinatrice d'intervention en médecine générale. Donc je ne manquerai pas de vous faire un retour par rapport à une éventuelle sortie, donc voir s'il y aura besoin de mettre en place des portages de repas, mettre en place de l'aide à domicile pour la toilette ou pour le ménage par exemple. Il s'agit d'un nouvel interlocuteur au service des médecins généralistes. Son rôle, coordonner les soins du patient avec tous les acteurs concernés sur le territoire. Il peut y avoir des problèmes d'accès aux droits, d'accès aux soins, de déscolarisation, d'organisation d'hospitalisation et de sortie d'hospitalisation, de maintien à domicile, dès l'instant que le médecin se trouve en difficulté par rapport à son patient. Un dispositif qui s'étend également à l'hôpital. Depuis un an, le CHU de Reims a intégré le projet. Bonjour madame. Bonjour. Le service gériatrie de l'hôpital a totalisé plus de 1300 séjours en hospitalisation complète l'année dernière. Des séjours qui souvent se prolongent inutilement, faute de prise en charge à domicile des patients. L'hôpital mise donc sur la coordination de médecine générale afin de faciliter les sorties. L'idée, c'est que chacun des acteurs de la prise en charge retrouve sa place
On a trop souffert en France de ce qu'on appelle l'hospitalocentrisme, c'est-à-dire le fait que spontanément on va vers l'hôpital, que ce soit pour les urgences ou pour d'autres prises en charge. Et réellement, on a intérêt collectivement à ce que le recours à l'hôpital se fasse quand il est réellement nécessaire. Une meilleure coordination des parcours de soins devrait par ailleurs limiter les passages aux urgences. Sur 11 000 prises en charge de personnes âgées aux urgences l'an dernier, environ 4 000 auraient pu être évitées selon la direction de l'hôpital. Et on ouvre le débat dans Sénat 360 avec mes invités sur ce plateau. Yves Daudigny, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur socialiste de l'Aisne. Sur ce plateau également Philippe Juvin, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député européen, chef des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. J'accueille également Michel Amiel, bonjour. Vous êtes sénateur La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Et puis enfin Frédéric Valletoux, bonjour. Vous êtes président de la Fédération hospitalière de France et vous êtes par ailleurs maire d'hiver droite de Fontainebleau. Première question pour vous, Frédéric Valletoux, puisque vous étiez ce matin à l'Élysée. Vous avez entendu ces annonces du chef de l'État. Un mot peut-être sur la forme. On sait qu'il y avait un diagnostic assez alarmiste sur l'état de notre système de santé. Qu'avez-vous pensé du discours du chef de l'État? Est-ce qu'il est adapté à cette situation d'urgence dont on a beaucoup parlé ici? C'est un discours qui était déjà clairvoyant, mais il ne faisait reprendre que le constat qui était dressé d'abord par la ministre de la Santé depuis plusieurs mois et qu'avait dressé Édouard Philippe en février lorsqu'il avait lancé le chantier de transformation du système de santé. Donc c'est un discours clairvoyant, c'est un discours qui voyait large et qui regardait tout le spectre du système de santé. Et à titre personnel, je m'en félicite, puisque la crainte, c'était qu'on focalise une fois de plus sur l'hôpital et qu'on fasse de l'hôpital sous prétexte que c'est, j'allais dire, la partie la plus visible du système de santé, celui sur lequel on a les plus de facilité à réguler, l'unique objet d'un certain nombre de réformes. Or, si l'hôpital... C'est pas le cas, mais il y a quand même une refonte en profondeur de la carte hospitalière. Oui, enfin, il y a un certain nombre de mesures qui, surtout, vont effectivement impliquer une meilleure coopération avec la médecine de ville, en tout cas au niveau de l'échelon dit de proximité, à travers les hôpitaux locaux qui vont être réinvestis. Donc, il y a quand même des idées. Après, ce qui manque, c'est effectivement... je veux dire, il y a un très beau discours de la méthode et sur des objectifs qui sont vertueux et qu'on aura du mal, je pense, à ne pas partager. Après, bien sûr, c'est l'écriture des choses. Et il va falloir donner des financements pour accompagner un certain nombre de mutations. Il va falloir effectivement pousser un peu plus loin les flux. Alors, on connaît déjà ces 3,4 milliards d'euros sur tout le quinquennat avec une loi santé en 2019. Yves Daudigny, vous aussi, vous étiez présent à l'Élysée ce matin. Vous avez écouté ce discours du chef de l'État. Qu'en avez-vous pensé ? Le discours était bien de circonstance, pertinent. Je n'ai pas de raison de mettre en doute la volonté du président de la République. J'en retiens plusieurs points positifs. Tout d'abord sur l'esprit de la réforme qui part des territoires. Donc nous sommes à quelque sorte une démarche inverse de celle de 1958, qui avait été une magnifique réforme du système de santé. L'ordonnance Debré de 58. Aujourd'hui, nous sommes d'accord sur les constats et sur les nouvelles exigences de la société en matière de santé. Ensuite, des points très positifs, par exemple l'encouragement au travail collectif, les communautés, alors les CTPS de travail, donc des professionnels de santé territoriales pour les professionnels de santé. Le fait, l'annonce est très importante, que les hôpitaux de proximité seront maintenus. Et puis, le fait que... Mais il y aura quand même des fermetures aussi. Non, je n'ai pas compris qu'il y aurait des fermetures. Il y aura donc une adaptation du schéma des hôpitaux en 3 niveaux. Un niveau de proximité, un niveau plus performant et puis le niveau le plus élevé. Donc maintien des hôpitaux de proximité, réforme sur le numerus clausus qui est supprimé, moi je suis plutôt d'accord. Et puis à l'hôpital, la réforme sur la T2A. Je voudrais d'ailleurs souligner sur ce point. Donc les questions de tarification qui ont beaucoup crispé les personnels. En 2012, nous étions plusieurs collègues du Sénat à écrire un rapport et nous demandions déjà, donc en 2012, une réforme de la T2A dans les hôpitaux. Philippe Juvin, est-ce que vous êtes aussi élogieux vis-à-vis de ce discours du chef de l'État ? Écoutez, c'est une belle dissertation d'un élève de sciences politiques ou de l'École nationale d'administration. Le diagnostic est correctement fait, ce que nous faisons tous depuis des années. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Simplement, ce qu'on attend sont des mesures, et des mesures qui puissent être un peu concrètes. Or, on a quand même eu beaucoup de déclarations d'intention, beaucoup de communication en réalité.
Prenons quelques exemples. Enfin, mais il y a 54 mesures, hein, voilà, Philippe Juvin, voilà, c'est justement ça. Et une loi santé Est-ce en que 2019. vous croyez que quand c'est la crise, parce que c'est la crise, hein, nous mourrons, le système meurt, 54 priorités, c'est jouable? Non, quand c'est la crise, on n'a pas 54 priorités, on en a 4, 5, 6 grosses qu'on mène. Parce que quand vous en avez 54, la dilution va être telle que ce que je crains par expérience, c'est qu'au fond, rien n'aboutisse vraiment, qu'on en reste à du vernis. Je vais vous donner un seul exemple. La fameuse exemple très médiatique du numerus clausus qui va être supprimé. Tout le monde dit que c'est une bonne chose. Tout le monde dit que c'est une bonne chose. Mais la vraie question n'est pas là. La vraie question, c'est par quoi remplace-t-on le numerus clausus? Et alors là, le flou est total. Et si l'idée, c'est de remplacer le numerus clausus par un examen de fin de 2e ou 3e année de médecine, ce qui semble peut-être être une des hypothèses, je pense qu'on va vers des déconvenues extrêmement graves, parce que ça va aggraver ce fameux gâchis humain. Donc la communication, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Alors on viendra sur ce point particulier du numerus clausus dans un instant. Je voudrais entendre votre réaction, Michel Amiel, puisque vous aussi, vous avez assisté à ce discours présidentiel. On entend Philippe Juvin qui nous dit oui, c'est bien, mais 54 mesures, il aurait peut-être fallu dégager 3 ou 4 priorités, puisqu'il y a urgence. L'hôpital et notre système de santé est en crise aujourd'hui. Oui, alors en effet, beaucoup de choses ont été dites ce matin. Moi, j'ai dégagé quelques points qui me paraissaient prioritaires. Alors, le numerus clausus, je vous rejoins. Effectivement, on le supprime, très bien, tout le monde le réclame à corps et à cri depuis des années, parfait. Par quoi on le remplace ? Un examen à la fin comme une licence. Il a été dit, et c'est pas forcément inintéressant, des passerelles qui viendraient vers d'autres horizons. Bref, ça c'est quelque chose qui reste à préciser. Ce qui a été dit ce matin, c'est un point de départ. Ce n'est pas une arrivée. Qui aurait la prétention par un discours et en X mesures de dire le système de santé est réformé? De toute façon, on sait très bien qu'on ne verra des effets durables que dans un laps de temps de 5 à 10 ans. Il ne faut pas se raconter des histoires. Au niveau hospitalier, moi j'ai particulièrement apprécié ces 3 niveaux. Non, on ne va pas fermer des hôpitaux. Mais si on par renforce contre, certains hôpitaux de proximité, voilà, 3 niveaux, si un peu comme les maternités de 3 niveaux, vous savez. L'hôpital de proximité, pour des soins courants, voire des soins de suite. L'hôpital chirurgical, au sens où on l'entend habituellement, puis l'hôpital de pointe. Et effectivement, actuellement, qui songerait à aller se faire opérer d'une chirurgie grave, d'un cancer, dans un petit hôpital de proximité? À un moment donné, il faut être raisonnable. La permanence des soins. Je crois qu'on a fait une grave bêtise il y a quelques années, c'est de supprimer l'obligation de la part des généralistes, je l'ai été 35 ans, de la participation à la permanence des soins. Ça fait partie de notre métier. Résultat, les urgences sont engorgées. Est-ce que les jeunes médecins aujourd'hui ont envie, justement, c'est un débat qu'on a eu. Ce n'est pas qu'une question d'envie ou pas d'envie, ça fait partie du métier. Je veux dire, assumer la permanence des soins, et croyez-moi, la permanence des soins, même à l'hôpital, n'est pas assumée comme on le faisait j'allais dire de mon époque, ça remonte pas au temps des cavernes, mais enfin, on commençait la garde le samedi à midi, on la finissait le lundi matin et on enchaînait la semaine, ça se passait comme ça. Maintenant, il y a le laps de temps récupérateur, etc. Et c'est bien comme ça. Concernant les déserts médicaux que l'on a tort de réduire aux zones rurales, les déserts médicaux, c'est certes les zones rurales, c'est aussi, ça a été dit ce matin, les quartiers difficiles. Je sais de quoi je parle au nord de Marseille, par exemple. Les quartiers tout court. À Paris 15e, là où il y a mon hôpital, la moitié des médecins de ville ont plus de 59 ans. Oui, mais là, il y a aussi le prix de l'immobilier à Paris qui rentre en ligne de compte de façon importante. Donc il y a d'autres déserts médicaux que les ruraux. Et dernier point, un point particulièrement intéressant, me semble-t-il, ce sont les communautés professionnelles territoriales de santé qui rassemblent... Oui, ça peut être présenté comme une usine à gaz. Ah oui. Je l'ai vu marcher dans certains... Non. Alors, Frédéric Valtoux, vous voulez réagir et ensuite Yves Daudigny. Non, enfin, réagir, peut-être compléter. Je crois qu'effectivement, comme l'a dit Philippe Juvin, le système est vraiment aujourd'hui en danger, le système de santé. Alors, la partie émergée de l'iceberg, c'est l'hôpital. Mais il faut aller sonder les médecins qui sont dans leur cabinet pour aussi entendre parler de souffrance, de fatigue, etc. Donc, alors pour ça, il va y avoir la création de postes d'assistants médicaux. Ça, c'est une nouveauté. Bien sûr, donc ça va sans doute venir amener, ça va permettre aux médecins de se concentrer sur ce qui... 4000 assistants médicaux, le chiffre la prise en charge des patients. Mais
je ne suis pas sûr que ces recettes-là soient à la hauteur des enjeux. Et donc, effectivement, si c'est un point de départ, comme vous le dites, ça va appeler effectivement des réponses un peu plus volontaristes et audacieuses que celles qu'on a eues ce matin, qui sont intéressantes, et les pistes sont intéressantes, mais on ne peut pas se contenter que de ça. Sinon, on va pas aller loin. Je vais donner un exemple. 400 millions d'euros avancés pour accompagner la transformation du système de santé. 400 millions d'euros, par rapport à l'Ondam, c'est rien. C'est une goutte d'eau. 400 millions d'euros à répartir pour tous les professionnels, alors même que l'effort demandé aux hôpitaux cette année, en 2018, d'économie supplémentaire, c'est quasiment 1 milliard d'euros, 960 millions. Donc on voit que 400 millions d'euros, c'est rien. C'est pas avec ça qu'on va... Mais 3,4 milliards sur tout le quinquennat. Oui, enfin, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, parce que si c'est toujours prendre sur la même enveloppe de l'Ondam, qui est une enveloppe fermée, et qui augmente aux alentours... Alors l'année prochaine, on nous dit qu'elle va augmenter de 2,5%. Je rappelle que les charges des hôpitaux, elles augmentent plutôt entre 3 et 3,5% que de 2 à 2,5%. Et donc, quoi qu'il arrive, il y a toujours ce différentiel. Donc, si vous voulez, la ministre de la Santé nous a répété pendant un an que le système était effectivement totalement boutsouk et qu'il fallait changer de logiciel. Les mots sont forts. Changer de logiciel, ça veut dire effectivement mettre la barre très très haut. Alors, il y a ce matin, sur la régulation des médecins de ville, par exemple, effectivement, de dire aux médecins de ville, attendez, vous allez vous organiser, maintenant, vous allez à nouveau participer à la permanence des soins. C'est un langage un peu venant d'un chef de l'État. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un langage aussi un peu directif et qui peut-être n'a pas peur d'affronter la colère syndicale des médecins généralistes, des libéraux qui sont très épidermiques sur ce sujet. On verra. Mais en tous les cas, voilà, donc il y a des choses intéressantes. Mais les solutions proposées ne vont pas nous permettre de changer le logiciel comme ça a été annoncé. Donc il va falloir quand même, dans les mois qui viennent, veiller à continuer à pousser plus loin, parce que sinon, à l'arrivée, les Français vont perdre la qualité du système de santé qu'ils connaissent. Et après, on parlera du numerus clausus. Vous souhaitiez intervenir? Oui, des voies sont tracées. Il reste maintenant à mettre en œuvre. Et il restera à juger des moyens humains et des moyens financiers. C'est ce qui a été dit, mais c'est une évidence. Il faudra juger aussi des résistances de la société en général, et puis... modifier des habitudes, ce n'est pas si simple que ça pour les Français, comme je suppose d'autres populations, et puis aussi quelquefois des corporatismes. Moi, j'ai donné un accord sur les grands objectifs. Je voudrais exprimer 3 regrets d'importance. Le premier, c'est sur la prévention. Alors, le président de la République a répété plusieurs fois le mot de prévention, prévenir. Peut-être pas de façon suffisante. Nous avons en France un problème culturel. Une comparaison avec les Anglais l'indique bien sur les espérances de vie et sur les espérances de vie en bonne santé. Des mesures ont été prises, c'est vrai, avec le tabac, mais peut-être ces mesures ont été insuffisantes dans la loi alimentation et peut-être aujourd'hui il n'y a pas assez de prise en compte de la santé environnementale. Deuxième élément, c'est la psychiatrie. Le mot a été prononcé également par le président de la République, mais sans développement. J'habite dans un département l'Aisne, je suis proche du département de la Somme, où il y a une vraie crise aujourd'hui de la psychiatrie et où les services sont en incapacité de répondre aux demandes de la population. Et puis, pendant que je suis sur des observations de ce type, un mot sur les infirmières libérales. Elles jouent un rôle très important. Elles sont... dans les foyers, sont au contact des populations qui ont des maladies chroniques, des populations âgées. Elles semblent oubliées dans ce dispositif. Alors, peut-être seront-elles présentes dans les communautés professionnelles territoriales de santé, cette fois-ci j'y arrivais, mais elles ne sont jamais citées. Notre édition spéciale consacrée à l'audition d'Alexandre Benalla. 3 auditions ce matin de la commission d'enquête sénatoriale. Retour sur cette journée particulière au Sénat avec Flora Sauvage. Dès 6h ce matin, les journalistes affluent au Sénat pour suivre l'audition d'Alexandre Benalla par la commission d'enquête sénatoriale. Après un faux suspense, l'ancien chargé de mission à l'Élysée arrive finalement avec le sourire et sans avocat. Pendant plus de 2h30, il va répondre aux questions sur son rôle et ses fonctions à l'Élysée. Mais à leur sortie, les sénateurs restent dubitatifs. À force de vouloir être précis, M. Benalla a plutôt été confus dans ses questions. On sent bien qu'il a été coaché et qu'on lui a fourni des éléments de langage, mais il y a des moments où effectivement on n'arrive plus très bien à se retrouver dans ses propos et dans les réponses qu'il peut apporter aux rapporteurs particulièrement. Donc voilà. Si les 3 sénateurs de La République En Marche, membres de la commission d'enquête, choisissent de boycotter l'audition,
Le président du groupe, François Patriat, est quand même dans les couloirs pour répondre aux journalistes. Nous ne voulons pas participer à une opération politique qui ne vise pas M. Benalla, mais qui vise uniquement simplement à affaiblir le pouvoir et à mettre en cause les plus hautes autorités de l'État. C'est pour ça que nous ne sommes pas là, c'est tout. À sa sortie, Alexandre Benalla repart sans un mot aux journalistes. Une fois son audition terminée, les couloirs se vident peu à peu. S'ensuivent l'audition de Vincent Crase, le gendarme réserviste qui était aux côtés d'Alexandre Benalla le 1er mai à Paris, et celle de Yann Drouet, ancien chef de cabinet du préfet de police de la capitale. Et on va revenir sur ces auditions avec mes invités sur ce plateau. Françoise Gatel, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes sénatrice Union centriste d'Ille-et-Vilaine. François Grosdidier est également avec nous. Bonsoir, vous êtes sénateur LR de la Moselle. Éric Kerébouche est également sur ce plateau. Bonsoir, sénateur socialiste des Landes. Et Didier Rebu, merci d'être resté avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas. Françoise Gatel, on a entendu certains sénateurs dire qu'ils restaient un peu sur leur faim après ces 3 auditions. Est-ce qu'elles ont été néanmoins nécessaires? Je pense qu'elles ont été nécessaires. Ceci dit, pour certaines d'entre elles, moi j'ai trouvé, sans doute qu'on n'a pas trouvé les réponses à nos questions, parce que les réponses sont diluées et que l'on a, depuis le début de cette histoire, une évolution des descriptions des fonctions de M. Benalla qui font qu'à la fin, les réponses se contredisent. M. Benalla a été, je dis le mot, il a été assez fort, puisqu'il a failli même nous faire visiter les cuisines de l'Élysée, puisqu'il nous a expliqué qu'il s'occupait des cadeaux protocolaires, des entrées et des menus pour les. On a le sentiment que vous mettez en doute ces paroles. Moi, je ne mets pas du tout en doute M. Benalla, et je crois qu'il faut effectivement, comme les collègues l'ont déjà dit, rappeler le ton et l'ambiance de cette commission d'enquête que moi je trouve factuelle, qui fait partie de la mission du Parlement, que nous saurons conduire au bout très tranquillement, même s'il y a des tentatives d'instrumentalisation et de déstabilisation. Voilà. Il suffisait d'écouter le ton de ce matin. Et M. Benalla, moi je n'ai pas été convaincue, ou pas par M. Benalla, je cherche à comprendre comment, à la présidence de la République, on applique aussi un principe de précaution qui fait qu'on se met à l'abri de comportements individuels de quelqu'un qui, à un moment, dans une sphère de pouvoir, prend un peu d'importance. Il peut fragiliser les choses. Bon, moi, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir les réponses à ma question, parce que je pense que M. Benalla ne comprend pas forcément la question qu'on lui pose. Ouais. François Grosdidier. Écoutez, on a eu ce matin, de la part d'Alexandre Benalla, une belle prestation. Belle prestation, il tient la route, il s'exprime bien, il se maîtrise, elle a été bien préparée aussi. Ce qu'il y a de gênant, c'est pas ce que lui nous dit spécifiquement, c'est qu'il nous dit exactement la même chose que le secrétaire général de la présidence, que le directeur de cabinet, que le chef de cabinet du président de la République. Et donc des éléments de langage qui sont parfaitement cohérents entre eux, mais qui sont incohérents par rapport à la réalité des faits. Et les faits sont têtus. C'est quoi les faits? Les faits, c'est d'abord des images où effectivement il est en situation, en geste professionnel de protection, de garde du corps. Ensuite, c'est cet arrêté du préfet de police de Paris qui lui autorise le port d'armes pour une mission de sécurité à l'Élysée. Or, au départ, on dit non, M. Benalla, même s'il ne connaît que la sécurité, n'a pas été recruté pour s'occuper de sécurité, mais d'organisation des placements publics, privés, du protocole 14 juillet, mais surtout pas de sécurité. Et puis que progressivement, on découvre que c'est exactement le contraire, et puis que ça évolue qu'après ci, il fait une mission de coordination. Mais enfin, qu'on n'a pas besoin d'un pistolet pour une mission de coordination. Et puis quand on coordonne, on est au moins au niveau de ce qu'on est censé coordonner. Donc tout ça ne tient pas. C'est-à-dire qu'on a un discours cohérent. Alors, ce qui est gênant pour nous, c'est qu'on sent bien qu'on nous ment sous serment. Au sein de cette commission, j'ai les choses telles qu'elles sont. Alors, effectivement, nous ne sommes pas un tribunal. Par contre, tous les Français qui suivent le voient. Ils se rendent bien compte que toutes les questions qu'on pose sont fondées sur des faits. Ce n'est pas du procès d'intention politique que l'on fait. On reste sur les faits et on sent bien que les réponses sont à côté. Donc, c'est comme ça qu'un petit dysfonctionnement de l'État devient finalement un véritable mensonge d'État en direct. Éric Kerrouche, vous êtes d'accord avec cette analyse? Un mensonge d'État, nous dit François Grosdidier. Les termes sont forts. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas une affaire d'État, c'est une affaire de cet État. C'est-à-dire
certaines pratiques qui apparaissent et qui, manifestement, rompent avec ce qu'on est habitué à connaître sous la Ve République, du moins en termes d'intensité. Après, sur les auditions de ce matin, bien entendu, on peut avoir une prestation qui est bien faite, bien ficelée, et pour autant ne pas répondre aux attentes de ceux qui posent les questions. Et c'est un petit peu ce qu'on a eu, cette opposition entre un discours qui se voulait précis, extrêmement précis, voire très précis, mais qui, dans le même temps, ne nous donnait pas d'éléments tangibles, notamment sur les sujets qui posaient problème. Monsieur Benalla est-il le garde du corps privé d'Emmanuel Macron? Parce que c'est un petit peu ça la question. Non, nous dit-il jamais. La première chose qu'il fait quand il vient, c'est qu'il développe son curriculum vitae, il met en avant son expertise en matière de sécurité. C'est ce qu'il définit en tant qu'individu. Je ne lui reproche pas, mais c'est lui-même qui met l'accent. Et bien entendu, quand il arrive à l'Élysée, il n'est plus question de ses qualités, il est là pour autre chose. Et puis, on a des témoignages ou des images même qui montrent que de temps à autre, il semble se prendre au jeu et puis justement jouer le rôle d'un policier. C'était le cas dans les images de BFM. Mais il nous dit que ça n'existe pas. Donc il y a une prestation qui existe, qui est tout à fait correcte, mais qui est en même temps frustrante parce que dès qu'on arrive dans des éléments qui posent souci, essentiellement son statut réel et la question du port d'armes, eh bien, on n'a pas les réponses que nous Alors justement, Éric Kerrouche, je vous propose de réécouter Alexandre Benalla, qui est revenu justement sur ces liens avec les différents services de sécurité de la présidence de la République. Écoutez. Quand on était en Guyane, il y a des gens qui ont attaqué la préfecture, par exemple. Je réponds à la question, Madame la Contrie, s'il vous plaît. Juste, je réponds à la question. Vous avez l'autorité administrative, le secrétaire général de la préfecture, en l'occurrence, qui est à côté de vous. Et vous avez 500 personnes qui attaquent les gendarmes, qui attaquent les policiers, qui attaquent la préfecture. Ils se tournent vers vous et ils vous demandent qu'est-ce qu'on fait. Je sais que ce que je dis n'est pas politiquement correct, mais c'est la réalité. L'autorité administrative ne prendra aucune décision sans l'aval de l'autorité politique. Et donc, vous représentez le cabinet du président de la République. Donc si à un moment on vous demande est-ce que je dois prendre tel moyen, ou si vous devez orienter la manière dont vous voyez les choses, eh ben vous le faites. Et quand vous avez des gens qui atteignent à la vie privée du président de la République, qui le harcèlent sur son lieu de vacances, ben vous prenez en responsabilité des décisions qui sont celles de dire aux policiers du GSPR qu'ils ne savent pas s'ils doivent le faire ou pas le faire, quand la personne a franchi les limites et rentré sur une propriété privée pour photographier madame ou monsieur en maillot de bain, etc. Et ben vous expliquez aux policiers gendarmes, il n'a pas à le faire. Mais quand on fait du politiquement correct, on dit non, mais j'ai pas donné l'ordre d'aller interpeller le gars, il a commis un délit. Il a été contrôlé par les policiers, il a été placé en garde à vue par un commissaire de police, pas par Alexandre Benalla. Didier Rebu, on évoquait justement cette fonction, elle est un peu évolutive d'Alexandre Benalla dans ses propos. À la fois, il dit qu'il est chargé de mission et on voit à travers cet exemple qu'il y a peut-être autre chose derrière ce qu'il veut bien dire. Il n'y a pas besoin d'une arme pour ça. Oui, je peux comprendre la frustration des membres de la commission parlementaire, parce qu'en fait, ce dont ils nous témoignent, ils nous disent on a un discours, celui d'Alexandre Benalla, qui ne correspond pas aux faits, aux documents que l'on a. Voilà. Il y a ce mécontentement, en tout cas cette frustration, et ce fait de dire, oui, on est face à quelqu'un qui n'assume pas, qui ment sous serment, d'ailleurs ça a pu être dit. Moi, pour revenir, mais je crois que c'est à ce que je disais précédemment, je crois que là on est vraiment face au télescopage de la procédure parlementaire et la procédure pénale. Je le répète, M. Benalla est mis pénalement en cause pour s'être immiscé dans l'exercice d'une fonction publique. Donc, s'il vient vous dire qu'il a effectivement fait ce que les faits nous montrent, qu'il se serait comporté de cette façon, ce que l'acte du préfet nous dit, qu'il avait une mission de police, eh bien, il vient dire qu'il a commis le délit de l'article 433-12 du Code pénal. Il s'auto-incrimine. Donc, là, on est face à cette situation.
qu'on le veuille ou non ici, que l'on s'interroge politiquement sur cette situation, il n'y a pas de difficulté. Le problème, c'est que les faits qui sont liés à cette situation sont des faits qui aujourd'hui sont pénalement poursuivis. Et on a beau dire, oui, on n'a pas traité du 1er mai, oui, c'est des choses, on ne va pas s'immiscer dans le fonctionnement judiciaire. Il n'empêche que sa défense pénale explique cela. Non, donc je ne partage pas du tout l'analyse. Il y a des faits précis qui font l'objet d'une instruction judiciaire, c'est ce qui se produit à l'Escarpe, et nous n'en traitons pas. Après, on a un problème de fonctionnement des institutions. Voilà. Est-ce que la protection du président de la République relève de la police et de la gendarmerie, ou est-ce qu'elle peut relever d'agents privés? Et même, ça aurait pu se produire, il pourrait le reconnaître, qu'à un moment, on a un agent privé qui supervise, ou quelqu'un issu du privé et qui est contractuel, qui supervise la sécurité, et ce ne serait pas illégal, qui puisse avoir autorité sur des policiers ou des gendarmes sans pour autant mettre en œuvre des prérogatives de police judiciaire que peuvent mettre en œuvre les policiers et les gendarmes, et pas lui. C'est possible, et c'est plutôt ce qui est en train de se dessiner. Et c'est pour nous, c'est pas pénalement répréhensible, mais ce serait un dysfonctionnement d'État, c'est pour ça, et un petit dysfonctionnement de l'État, mais qui méritait un recadrage. Ce que je dis en parlant de petit dysfonctionnement de l'État, mais qui entraîne des mensonges, pourrait très bien reconnaître, parce que c'est ce qu'on nous dit de sources policières. On nous dit, ce que je vous décris, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on dénonçait. D'ailleurs, si ces images à un moment atterrissent au monde, c'est certainement une réaction de policiers. On dit enfin qu'on nous laisse dans nos prérogatives et qu'il n'y ait pas ces empiètements constants. Donc c'est ce qui s'est produit. C'est là où il y a un dysfonctionnement qui ne relève pas de l'instruction judiciaire. Je suis désolé. Donc on a deux procédures parfaitement séparées et nous restons dans la nôtre. C'est ce qui intéresse le Sénat. C'est à la fois le monopole de la force légitime pour les forces publiques et c'est le bon fonctionnement de nos institutions. Oui, je crois que vous devez... public et donc de celui Éric Kerrouche. Ouais. Vous devez peut-être nous quitter, je crois, François Grosdidier. Alors, vous restez encore avec nous. Françoise Gatel, est-ce qu'il y a quand même, peut-être, on parlait de ces questions sur le fil du rasoir des sénateurs, par moment, le sentiment que le Parlement peut empiéter un peu sur le domaine judiciaire? C'est la question soulevée par Didier Rebu. Oui, et c'est un propos qu'on a beaucoup entendu. Moi, sincèrement, je pense que la commission d'enquête, elle fait un travail de contrôle de bon fonctionnement des services de la présidence de la République, de la sécurité, qui doit être organisée sous les ordres, en quelque sorte, du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est une question qui relève bien de notre champ de compétences. À aucun moment dans les débats, il n'y a eu une question sur les faits qui font l'affaire d'une procédure judiciaire. Ce matin, l'un de nous ou l'une de nous a posé une question qui mentionnait clairement la date, enfin l'événement qui fait l'objet d'une procédure judiciaire. Très spontanément, le président de la commission des lois a dit ça, c'est hors de notre champ. Donc, sincèrement, moi je voudrais... j'ai une vraie question avec M. Benalla. Il nous a expliqué ce matin qu'il était en fait en charge de la coordination administrative de la sécurité. Ensuite, les faits sont plus tenaces que les discours. On a vu régulièrement des images où, et moi je ne juge pas, il se trouvait à la place d'un garde du corps. C'est comme ça qu'est organisée la question de sécurité. D'où la question que nous posons. Et vous voyez, dans ce qu'il expliquait tout à l'heure, dans ce qui s'est passé en Guyane, nous, l'objet de notre réflexion, c'est de dire qu'il faut qu'on s'assure que quelqu'un qui peut être un homme de confiance, et moi je comprends qu'un président de la République, comme n'importe quel dirigeant, il a besoin d'un homme de confiance, il soit dans le champ délimité de ses capacités à agir et qu'à un moment il ne soit pas entraîné parce qu'il est un homme de confiance du président de la République et que donc il a une autorité naturelle sur les autres, à prendre des décisions qui relèvent parfois du champ politique. Moi, je pense que c'est vraiment... je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Je pense que c'est vraiment un sujet qui relève de notre compétence. Pourtant, vous êtes en train de lier les deux. Revenons. Non, c'est parce que vous l'avez fait, j'ai répondu. Les magistrats ne traiteront pas les questions de... Je pense qu'il faut séparer les... Il faut ici qu'on sépare les choses. Oui. D'abord, sur la déclaration qui a été faite, moi, elle m'a étonné un petit peu. Je pense qu'on a tous travaillé localement avec... le corps préfectoral, et ce sont des spécialistes, justement, de l'ordre public. Faire croire qu'un membre du corps préfectoral, qui est habitué en général à des situations délicates dans un département, ça arrive partout, et besoin de l'onction, de quelqu'un du cabinet pour savoir comment réagir à un problème d'ordre public,
je suis désolé, là, il y a juste un petit problème d'ajustement et de positionnement de l'un par rapport à l'autre. Par rapport à ce que vous disiez, je ne conteste pas. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le fait de savoir comment le 1er mai est arrivé. À vrai dire, ça fait l'objet effectivement de la procédure judiciaire. Mais vous conviendrez néanmoins que l'ordonnance du 17 novembre 1958 confère justement aux commissions d'enquête parlementaires la capacité justement à investiguer le fonctionnement des services publics entendus au sens large. Et ce qui nous intéresse là, c'est de savoir très clairement si, oui ou non, au sein de l'Élysée, la structure telle qu'elle fonctionne correctement par rapport aux standards d'un État de droit. Et la question, c'est de savoir si, effectivement, on peut l'admettre ou pas, on peut placer quelqu'un, parce qu'il est un homme de confiance, à un niveau différent de celui auquel on attend. Et nous ne disons pas que c'est ce positionnement qui a engendré les faits par ailleurs. Je pense qu'il faut bien qu'on sépare les choses, ici. Je ne crois pas qu'en répondant à cette question, qui est une question organisationnelle et institutionnelle, M. Benalla prenne des risques. Juste pour finir là-dessus, c'était la 22e ou la 23e audition. Mais qu'est-ce qui a hystérisé cette audition? C'est sans doute pas la commission d'enquête, c'est les déclarations multiples et variées de l'ensemble de la majorité. Donc, oui, on va y venir. Avant ça, je voudrais quand même vous faire écouter la réaction de Philippe Bas, le président de la commission des lois, président de cette commission d'enquête, à l'issue de ces 3 auditions ce matin. Écoutez. On a pu constater que cette audition, comme toutes les autres, s'est déroulée dans un parfait climat de sérénité et de respect. Monsieur Benalla s'est exprimé d'entrée de jeu pour formuler des excuses. Nous en avons pris acte et nous avons pu ensuite avoir une réunion de commission tout à fait normale. Maintenant, il faut s'intéresser au fond. Le témoignage de M. Benalla a été intéressant pour la commission. Il est revenu sur ses fonctions. Il affirme n'avoir eu aucune fonction de protection rapprochée. Nous avons toujours de nombreuses interrogations sur la réalité de cette affirmation qui semble contredite par l'attribution d'un permis de port d'armes. Par la suite, le chef de cabinet de l'époque du préfet de police nous a dit que ce permis qui était justifié par une fonction de police de M. Benalla était également justifié par le souci qu'il se protège lui-même contre des agressions personnelles. Je dois dire que tous ces éléments ne contribuent guère à la clarté absolue que nous recherchons. Nous continuons donc notre travail, prenant en considération les éléments qui nous sont apportés sous serment et qui nous permettront d'y voir, j'espère, plus clair sur d'éventuelles interférences dans le fonctionnement de services de sécurité qui sont placés sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur et qui doivent fonctionner dans un cadre hiérarchique qui ne doit en aucun cas être perturbé. Voilà pour la réaction de Philippe Bas. On a entendu le président de la commission des lois, un ton apaisé. Il est satisfait de cette audition. Et pour autant, je vous le disais, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres, a estimé que le président, comme on vient d'entendre, Philippe Bas, était impartial. Écoutez. Moi, je considère que lorsqu'on est président d'une commission d'enquête, sans doute est-il heureux de s'exprimer assez peu dans la presse tant que la commission n'a pas poursuivi ses travaux jusqu'à son terme. C'est la plus élémentaire des déontologies que d'être le président impartial d'une commission d'enquête parlementaire. Et je sais, moi, le sérieux de ce qu'est une commission d'enquête parlementaire. Il y en a eu des célèbres dans l'histoire de la République. D'ailleurs, souvent composées en président d'un membre de la majorité et d'un membre de l'opposition. Je constate qu'il n'y a que des membres de l'opposition qui président cette commission d'enquête au gouvernement. Au Sénat, ce n'était pas le cas à l'Assemblée nationale. Mais j'ai en mémoire que ce soit la commission Cahuzac, la commission Outreau, souvenez-vous, ces travaux qui avaient été portés sur une affaire extrêmement délicate, sensible, difficile, où les présidents ne s'exprimaient pas dans la presse tant que les travaux n'avaient pas été menés jusqu'à leur terme.
Je crois que c'est là aussi un code de déontologie que chacun devrait s'appliquer. Vous dites qu'il manque de déontologie et d'impartialité aujourd'hui. Quand on est président d'une commission d'enquête, on s'applique à soi-même un travail de neutralité. Et puis, à l'issue des travaux de la commission, évidemment, on est parfaitement libre de s'exprimer. Mais ça, c'est l'appréciation personnelle de chacun et le rapport de chacun à un certain comportement éthique et moral. Ça vous fait réagir, François Grosdidier? Mais bien sûr, parce que La République En Marche et le gouvernement voulaient des commissions d'enquête qui n'enquêtent pas. Alors, il y en avait une à l'Assemblée nationale, c'est eux qui l'a présidée, qui l'a dirigée. Et ils ne voulaient même pas convoquer les protagonistes pour les interroger, le secrétaire général de l'Élysée, le directeur du cabinet. Donc ça ne tient pas, ils pouvaient enquêter, ils ne le font pas. Nous, effectivement, nous avons un président de co-rapporteur, un de droite, un de gauche, et nous n'avons pas de démarche partisane. Et pourquoi nous nous retrouvons si facilement? Parce que nous traitons de faits objectifs, nous ne faisons pas de l'analyse politique. Peut-être d'ailleurs que nous divergerons sur des conclusions, ou si nous faisons des préconisations, comme une commission d'enquête peut le faire. Mais en attendant, nous ne cherchons qu'à établir la vérité. Donc il n'y a pas de vérité de droite ou de gauche. Mais on a un gouvernement qui ne veut pas que la vérité soit établie, qui cherche à intimider. Qui nous fait le procès en intention de destitution. Enfin, il faut être complètement parano et mytho pour imaginer que nous puissions un instant le penser, alors que ce n'est pas dans des prérogatives. Et vous voyez bien, les Français le voient en direct, c'est tout le contraire de notre attitude. Donc il y a cette volonté d'intimider le Parlement, d'intimider le Sénat pour qu'il renonce à faire la lumière sur les faits. Oui. Vous confirmez, il y a une volonté de décrédibiliser les travaux? Trouve cette situation, comment dire, d'abord profondément agaçante, parce que de procès d'intention, voilà, en ce moment, voilà, ils viennent d'un peu partout. Et moi, j'aimerais qu'on parle du fond. J'ai dit tout à l'heure que la question qui est posée, c'est est-ce que le principe de précaution peut aussi s'appliquer à l'Élysée? C'est-à-dire, est-ce qu'on prévient des risques de déviance d'une personne? C'est que ça l'accès. Et que si on donne des leçons d'éthique, dit-on, à un président de commission, moi j'ai un peu envie d'en donner au ministre. Sincèrement, moi je suis, et je le dis avec beaucoup de spontanéité, je suis un peu choquée que des ministres s'autorisent à émettre des avis sur des commissions auxquelles ils n'assistent pas, voilà, avant même que la commission ait rendu ses résultats. Sincèrement, la question qui est en jeu derrière tout ça, et moi je dramatise pas, mais je dis ce qui est entre guillemets intéressant dans ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est que ça met en évidence la capacité dans une démocratie à ce qu'on travaille très sereinement, très calmement, sans arrière-pensée politicienne, sur des sujets éminemment sérieux. Enfin, en tout cas, celui-ci l'est, la protection du bon fonctionnement de l'Élysée. Si demain matin, on a à l'Élysée un président de la République qui n'a rien de démocratique, est-ce qu'on n'a pas intérêt à ce que le Parlement fasse son travail et que les institutions garantissent un fonctionnement démocratique des choses? Donc il faut que chacun se calme, et que je rappellerai quand même que celui qui a mis une pièce dans le jukebox de l'affaire au mois de septembre, ça n'est pas le Sénat, mais qu'il y a certains ministres et M. Benalla lui-même. Donc on se calme, on respire et on ne s'énerve pas. Éric Kerrouche, une réaction au propos de Benjamin Griveaux? Que M. Griveaux fasse, dans la situation actuelle, des conseils de déontologie, c'est relativement cocasse. C'est le moins qu'on puisse dire. En effet, je pense que l'audition se serait passée plus exactement. Les conditions qui ont présidé à cette audition, elles auraient été différentes, beaucoup plus apaisées, si chacun était resté à sa place. Parce que pas plus que nous devons intervenir sur le judiciaire, il n'est question que l'exécutif intervienne sur le législatif. Moi, quand je vois la tribune de la garde des Sceaux, alors qu'il faut se souvenir quand même qu'elle a applaudi Alexandre Benalla au moment de la prise de parole d'Emmanuel Macron fin juillet, je pense que chacun doit rester à sa place. Ça fait peut-être jamais plaisir qu'il y ait une commission d'enquête, mais c'est le jeu de la démocratie. Et le jeu de la démocratie, c'est que, effectivement, parfois, il peut y avoir des dérapages sur lesquels il est nécessaire qu'il y ait une investigation, et que dans ce cas-là, chacun attend, y compris ceux qui sont potentiellement dans une situation difficile. C'est aussi simple que cela, mais manifestement, encore aujourd'hui, M. Griveaux ne le comprend pas. Je pense que ça traduit quand même une fébrilité qui est surprenante.
On est allé poser la question à l'avocat d'Alexandre Benalla, maître Liénard, sur ce qu'allait bien advenir son client, puisque ce matin, quand on lui a demandé ce qu'il faisait, enfin quand les sénateurs lui ont posé cette question, il a répondu Pôle emploi. On écoute maître Liénard. On aurait dû traverser la rue. Épuisé par tout ce qu'il vit. Il reste combatif, il reste très fort, parce que c'est un homme qui est très fort. Mais il est évidemment épuisé par tout ce qu'il vit. Vous vous rendez compte que ce garçon a eu sa vie jetée en pâture. Pendant des mois, on n'a parlé que de lui, alors que finalement, son but dans la vie, c'était d'être discret. Et il a été mis en avant dans des conditions qui sont insupportables pour n'importe lequel d'entre nous. Nous, on continue à travailler sur le judiciaire, puisque ce qui nous importe, c'est le dossier, c'est les incriminations, c'est ce qu'on lui reproche en justice. Donc on va continuer à travailler là-dessus. Le 28, nous allons voir le juge d'instruction et nous allons pousser soit vers un non-lieu, soit vers des requalifications importantes, de manière à ce que la sécurité de notre client soit assurée sur le plan judiciaire. Didier Rebu, l'audition d'Alexandre Benalla ce matin devant la commission parlementaire, ça va avoir un impact sur l'instruction, selon vous ? On ne peut pas savoir. A priori non. Maintenant, bon, vous dites que les choses sont séparées. Il est tout à fait normal que comme je dis encore une fois, ça relève des prérogatives du Parlement que de s'intéresser au bon fonctionnement des pouvoirs publics. Après, la séparation que vous faites, et je comprends que vous dites que vous la faites et vous avez essayé de la faire, que vous l'avez maintenue au grand maximum, on ne pourra pas peut-être à un moment se dire que ce dysfonctionnement de ce jour-là, il est lié au dysfonctionnement général. Et que ce dysfonctionnement général explique le dysfonctionnement de ce jour-là. Et ce jour-là, le lien entre les deux commissions est fait, entre les deux enquêtes est fait. Donc il peut servir... la commission d'enquête parlementaire, il ne faut pas qu'elle puisse servir à démontrer ce qu'on lui reproche pénalement. Elle ne servira pas. Le seul problème, c'est de savoir si sur le fond, au plan judiciaire, sur le fond d'article 40, il était fondé à intervenir contre des délinquants, puisqu'il le dit, qui s'en seraient pris aux forces de l'ordre pour les mettre à disposition de l'officier de police judiciaire. Si c'est vrai, eh bien, il sera blanchi. Si c'est pas vrai, il risque une condamnation. Mais c'est absolument sans lien avec le travail de notre commission d'enquête parlementaire, et ce n'est pas notre objet. Et je pense qu'il faut faire attention à ça. Ça voudrait dire également que, bien entendu, et je pense que nous avons essayé, et je crois qu'on l'a vu, et je crois que la plupart des gens qui ont assisté aux auditions, y compris d'ailleurs les citoyens, ont bien vu qu'il y avait une volonté d'avoir une ligne de crête qui était assez clairement définie. Mais il faut faire attention, parce que ça voudrait dire aussi que, partant, on ne serait plus en situation, en raison justement des éléments que vous évoquez, on ne serait plus en situation de pouvoir faire des recherches, de pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe au sein de l'Élysée. C'est pas possible. C'est notre rôle. Le rôle du Parlement, c'est aussi le contrôle, entendu au sens large, de l'exécutif. Donc, je pense qu'il peut y avoir effectivement des difficultés. Néanmoins, cela ne doit pas obérer la possibilité pour le Parlement, et singulièrement pour le Sénat, de jouer pleinement son rôle, même dans une situation difficile. Françoise Gatel, très très vite sur ce point. Oui, moi j'entends bien, vous êtes un excellent juriste, donc je vois bien la logique de votre raisonnement. Sincèrement, moi je ne la partage pas, parce que je pense que notre mission est de s'interroger sur le fonctionnement d'une organisation. Voilà. Ensuite, il y a des faits qui sont commis par des personnes, mais nous n'avons pas enquêté sur les personnes, nous avons auditionné des personnes qui se trouvent dans cette sphère pour comprendre le fonctionnement et voir s'il faut mettre en place des barrages de sécurité pour éviter des choses. Donc je crois que vraiment on a dissocié l'acte commis par une personne et l'organisation des choses. C'est l'heure de votre rendez-vous, sénateur à domicile. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Esther Benbassa, sénatrice écologiste de Paris. Elle a fait le choix de siéger aux côtés des communistes depuis les dernières élections sénatoriales. Une sénatrice engagée, notamment auprès des étrangers en situation irrégulière. C'est ainsi qu'elle a ouvert les portes du centre de rétention administrative de Vincennes à notre journaliste Cécile Sixou. Reportage. On vient visiter. Très bien. C'est prévu ou... On ne prévient pas quand on vient ici, monsieur. S'inviter dans les lieux de privation de liberté, c'est une habitude pour Esther Benbassa.
Non, je viens discuter avec vos responsables afin de voir ce qui se passe dans le centre de rétention. Ce matin-là, elle utilise son droit de parlementaire et visite le centre de rétention de Vincennes. Bonjour monsieur. Et vous? Ça va pas. Ça va pas, j'imagine. Derrière ce grillage, des étrangers sont retenus en attente d'être renvoyés soit dans leur pays d'origine, soit dans le pays d'Europe où ils ont débarqué. Depuis le vote de la loi immigration, ils peuvent être retenus ici jusqu'à 90 jours contre 45 avant. Tout au long de sa visite, la sénatrice sollicitée est à l'écoute. À la station de bus, la police m'a arrêté. Pourquoi je suis ici ? Ce jeune Algérien, très en colère, s'est mutilé le torse et dit avoir été maltraité par la police. Ils m'ont fait les menottes, 5 policiers. Ils me tirent comme ça, et l'autre me fait une séquille, ici, dans ma tête. Ils m'écrasent, les autres commencent derrière comme ça, ils m'ont donné des balles, ils m'ont changé de crabe. Des cas psychiatriques, des tensions, des souffrances. Face à la direction du centre, la sénatrice écologiste parle franchement. Monsieur le directeur, dans votre centre, là, il y a l'agressivité, tension. Moi, quand je viens ici, les gens n'étaient pas comme ça. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mon métier, c'est pas de la langue de bois. Je leur explique mon ressenti à la direction, qui actuellement a l'air de vivre une période de tension. Défendre les migrants, Esther Benbassa en a fait l'une de ses causes. C'est un peu ma propre histoire d'immigré aussi qui m'a poussé à tout cela. Au Sénat, je représente une autre voix, c'est tout, une petite voix fluette, mais qui est déterminée, qui essaye de se faire entendre. Se faire entendre aussi sur la cause écologique. En devenant sénatrice, Esther Benbassa s'est convertie à l'écologie. J'ai été sensibilisée, j'étais déjà sensible à la question en tant que citoyenne, vous savez, mais je n'étais pas une militante. Écoutez, bonjour, ça va? Ce matin, elle a rendez-vous avec Joël Morel, élu écologiste du 11e arrondissement, sur cette friche, la Basse Filante. Sur ces anciens stades à ciel ouvert, la mairie prévoit de construire un centre de revalorisation des déchets, un gymnase fermé et 80 logements sociaux. Ici, dans une telle parcelle, c'est énorme. Mais oui, alors nous, c'est vrai qu'on n'est pas contre les logements sociaux, bien évidemment qu'il faut des logements sociaux. Bonjour. Depuis plusieurs semaines, la sénatrice soutient les riverains pour garder un poumon vert au cœur de Paris. Et quel est le problème concernant la densification de cette parcelle? Puis l'origine, il avait été promis que les travaux qui allaient être faits, le projet, rétablirait, restituerait les terrains de sport et referait un jardin public. Nous sommes contre la densification. Vous voyez que c'est un des rares jardins du 11e. Nous sommes dépourvus de ce genre d'espace. Et avec la canicule, on a très bien vu qu'on a besoin de ces espaces, de la végétation, des espaces verts, des sols perméables pour créer des îlots de fraîcheur. Je ne fais pas que de l'écologie environnementale. Je suis une sénatrice qui tourne à travers la France, dans les lieux de réfugiés, dans les centres de rétention, dans les campements. Je vais dans les prisons très souvent. Je m'occupe de violences sexistes et sexuelles. Je m'occupe des pauvres. Écoutez, je suis tout terrain. Une sénatrice tout-terrain, l'élu écologiste est également très impliqué dans la commission des lois et les auditions autour de l'affaire Benalla. Bonjour Esther Benbassa, merci d'être avec nous. On a vu plusieurs facettes de votre travail parlementaire sur le terrain. Je voudrais qu'on commence par ces questions autour des migrants, puisqu'on a vu ce centre de rétention administrative à Vincennes. Vous dites eh bien que c'est une autre voix que vous voulez faire entendre. Alors est-ce que depuis le vote de la loi Asile et Migration, vous diriez que la condition justement de ces personnes s'est améliorée ? Le décret a été signé début septembre, donc ce n'est pas nouveau. Toutefois, je me suis posé la question de savoir
Et comment on va garder 45 jours ces personnes, puisque avec la loi maintenant, c'est 45 jours. Au lieu de 90. Oui, et dans certaines situations, plus. Mais enfin, 90, c'était pas avant. 90, c'était la proposition de loi, le vote s'est arrêté à 45, et dans certaines situations, on peut augmenter le nombre de journées de séjour. Mais il faut dire que dans ces centres, ce sont des lieux de privation de liberté. Les gens sont entassés dans des conditions qui ne sont pas vraiment... disons, aptes à garder des personnes qui, en fait, n'ont pas commis un délit. La plupart du temps, ce sont des gens qui n'ont pas de papier, qu'on a arrêtés dans la rue, dans le métro, etc. Et là, moi, j'ai vu aussi pas mal de cas psychiatriques, ce que je n'avais pas vu lors de mes derniers passages dans ce centre. Donc, quand un parlementaire va dans ces lieux de privation de liberté, qu'est-ce que vous faites après? Vous alertez les autorités? Il y a un rapport qui est fait? Quelles sont finalement les conséquences après de vos J'alerte, je vais avec des journalistes, comme vous voyez, on fait des vidéos, j'écris des articles, et puis quand je me suis occupée de cette loi asile et immigration, j'ai parlé en connaissance de cause. C'est pas la première fois que je vais dans un centre de rétention, je fais un peu de la tournée en France, et là je vois combien on peut parler avec légèreté de ce qui se passe dans ces lieux, et je me dis que bientôt il y aura de vrais problèmes, parce que moi je suis passée déjà dans ce centre, il y avait une tension, la veille il y avait une sorte de mutinerie, parce que les gens n'arrivent plus à supporter les conditions dans ces centres. Et on ne voit pas encore, c'est ce que vous nous dites, les effets de la loi asile et immigration sur ces centres, sur l'augmentation finalement, l'accélération dans la capacité de traiter les dossiers de ces demandeurs d'asile? Ben oui, parce que d'abord, les conditions n'y sont pas. Je ne sais pas comment on va les garder. En général, dans ces centres, tout se règle entre 12 et 16 jours, où on expulse les gens, où on ne les expulse pas. Mais là, augmenter jusqu'à 45 jours, c'est quand même une décision inappropriée uniquement pour calmer les craintes de la population. C'est vraiment une décision populiste. On a vu aussi que vous êtes une sénatrice engagée aux côtés des écologistes. Je rappelle qu'il n'y a plus de groupe ici écologiste au Sénat. Vous avez d'ailleurs fait ce choix de siéger avec les élus écologistes. Vous êtes adapté à vos nouveaux collègues depuis l'année dernière, en un an. Comment ça se passe? Tout à fait. Mais bien sûr, c'est une autre culture. Il faut s'habituer. Et je crois que des deux côtés, on fait des efforts. Moi, je peux voter ce que je veux puisque je suis rattachée administrativement. Mais avec mes collègues qui ont des ambitions écologistes, je fais des amendements, je me bats avec eux. Vous savez, comme je l'ai dit dans la petite vidéo, je ne suis pas née écologiste, mais je le suis devenue. Et comme j'habite le 11e, j'ai visité cette friche qui, quand même, était un espace de sport ouvert qui permettait aux jeunes de venir jouer au ballon, de faire des activités sportives. Et maintenant, il y avait aussi un jardin partagé. Tout cela va disparaître avec la construction d'immeubles pour loger 80 appartements, et ensuite il y a aussi un centre de valorisation des déchets, et puis des gymnases. Alors le gymnase, c'est mettre fin à cette liberté. Les jeunes venaient sans être adhérents, etc. Et en plus, nous sommes écologistes, c'est pas le seul endroit. Moi, j'habite le 11e, et on voit bien qu'on a besoin de ces lieux de verdure, de ces lieux de biodiversité. Difficile de faire entendre sa voix, alors, d'écologistes à Paris. Je voudrais aussi vous entendre, Esther Benbassa, puisque ça va occuper cette semaine l'audition d'Alexandre Benalla. On vous a vu très active dans cette commission d'enquête sénatoriale. Aujourd'hui, Alexandre Benalla nous dit, je ne sais pas encore si je vais venir mercredi devant les sénateurs. Son avocat nous fait savoir qu'il étudie encore tous les recours. Que pensez-vous de cette attitude?
Je pense que cette attitude est très anti-républicaine. Nous faisons notre travail. Vous savez que les opinions de tous les sénateurs qui siègent ne sont pas les mêmes, mais en tout cas, nous faisons notre travail et ce mépris pour le travail parlementaire est inadmissible. Monsieur Benalla a même dit que le Sénat était illégitime. Si le Sénat est illégitime, je ne sais pas pourquoi il essaye de... Enfin, pourquoi il va venir, n'est-ce pas? Parce qu'il risque 2 ans de prison et une amende. Il est effectivement obligé de venir. Oui. Beaucoup de questions donc à lui poser. Ce sera mercredi. Beaucoup de questions. Benbassa, et on pourra suivre cette audition en direct sur notre antenne. Merci à vous, Esther Benbassa, d'être venue sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté par Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée et à demain.